Une IA éthique, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'IA éthique. Okay, il y a des gens qui sont éthiques, donc, qui ont un comportement éthique, qui ont des actes qui sont éthiques. À l'heure actuelle, peut-être que dans 10, 15, 20, 100 ans, ce sera le cas. Elle n'est pas autonome, elle n'est pas capable d'intention, elle n'a pas l'autonomie d'un être humain. Donc elle ne peut pas être éthique par nature. Un individu peut avoir un comportement éthique. Donc l'IA éthique, ça n'existe pas. Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour ce prochain épisode de AI Voice. Aujourd'hui, on va parler éthique de l'IA et pas avec n'importe qui. Je vais laisser mon invité se présenter et j'aime bien, il s'appelle aussi le Sherpa de l'éthique. Alors Emmanuel, je te laisse te présenter. Dis-nous un peu qui tu es et voilà un peu ton travail au quotidien. Okay, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis assez impressionnée, un peu stressée. Mais je pense qu'au fil de la discussion, je vais me détendre. Oui, il y a aucune raison. Merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir. Je suis éthicien de l'IA. Principalement, c'est ça. C'est-à-dire que l'essentiel de mon travail, c'est de faire de l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle. Et je suis également ce qu'on appelle un Sherpa éthique, en tout cas ce que j'appelle personnellement, j'ai un petit peu inventé, on va dire, le concept, c'est histoire de se différencier des autres, hein, sur LinkedIn et tout ça, faut toujours être un petit peu différent. Sherpa, en fait, la notion de Sherpa, c'est quelque chose, parce que moi, à la base, je suis formé en sciences politiques, c'est le rôle des conseillers spéciaux pour les présidents ou les autorités politiques, notamment dans le domaine des relations internationales. Ce sont les gens qui vont susurrer à l'oreille des grands de ce monde sur un petit peu ce qui se passe en relations internationales. J'aime bien dire Sherpa éthique parce que il y a cette idée de à la fois de guide. Moi, je suis pas un moraliste, je suis pas là pour dire la morale. Je suis là pour accompagner un certain nombre de gens. Ça peut être des acteurs publics, ça peut être des acteurs privés, hein, très souvent des entreprises, dans leur réflexion, dans leur cheminement ou dans leur parcours vers l'éthique. Éthicien de l'IA, c'est vraiment, alors là pour le coup, c'est l'essentiel de mon travail. C'est vraiment partager de l'information, de la connaissance, du savoir sur ce qu'on appelle l'éthique de l'IA, ou ce que je préfère appeler l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle, que ce soit dans des écoles, dans des formations et trainings, dans des podcasts comme aujourd'hui. Tu me fais la transition parfaite. Part du principe que je ne connais rien à l'IA, je ne connais rien à l'éthique. C'est quoi l'éthique en soi, l'éthique de l'IA ? Dans l'absolu, on n'en sait rien. Et donc c'est déjà ça qui est fascinant, c'est-à-dire qu'on parle tous d'éthique de l'IA, mais globalement, si on se demandait à chacun, par exemple, dans une salle, à chacun de me donner une définition à la fois éthique de l'IA, alors on aurait des définitions qui seraient certainement proches dans certains cas, puis qui pourraient être très 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 éloignées dans d'autres. En éthique, pour ce qui est de définir l'éthique, il n'y a pas de vérité, il y a tout un tas de philosophes qui ont travaillé là-dessus, donc tu trouveras, si tu cherches, tout un tas de définitions, que ce soit Spinoza, que ce soit Aristote, etc. Moi, je fais un choix qui est d'utiliser un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur. Lui, il fait une différence entre la morale, ce qu'on appelle l'éthique appliquée, et ce qu'on appelle l'éthique antérieure. Et pour moi, c'est très important, notamment dans le domaine professionnel, parce que si on ne fait pas ce distinguo entre morale et éthique, quand on veut opérationnaliser les normes morales, c'est très très difficile. Maintenant, c'est extrêmement arbitraire parce que étymologiquement, morale et éthique veulent dire la même chose, morale venant du latin et éthique venant du grec. Donc c'est un choix que je fais. Dans ce cas ? Dans le cas de Ricoeur, en l'occurrence, l'idée c'est de dire que les morales, ce sont des métanormes, ce sont des normes qui préexistent, qui sont à haut degré d'abstraction, qui valent pour l'ensemble d'une communauté et qui permettent à cette communauté de vivre de manière harmonieuse. D'accord ? Alors, je donne systématiquement un exemple qui est assez simple. Par exemple, le fait de ne pas tuer. Voilà. C'est pas bien de tuer. Alors, c'est aussi une règle légale. Le problème, c'est une fois que tu as dit ça, que tu es dans une situation, tu te balades dans la rue, tu es avec ta famille, avec tes enfants, avec quelqu'un, t'es menacé, tu peux être ramené, à un moment donné, à tuer pour te défendre les autres, défendre des intérêts, etc. Moi qui ai été militaire pendant 27 ans, c'est exactement ce qui t'arrive au quotidien quand tu es sur le théâtre d'opération. Donc tu peux être amené à te dire, mais il y a cette grande règle qui dit qu'il ne faut pas tuer, mais qu'est-ce que je dois faire ? Et c'est là où on fait de l'éthique appliquée. Les petits astérix en fonction des cas d'usage. Exactement. Et donc en fait, l'éthique appliquée, c'est vraiment hyper contextuel. Et quand on prend une décision éthique, je dis ça à chaque fois, c'est une énorme équation. Donc tu dois prendre une décision, d'accord, qui est juste après ton petit signe égal, et avant ça, tu as un certain nombre de termes qui sont pondérés. Dans l'ensemble de ces termes, tu as la morale, qui te dit il ne faut pas tuer. D'accord. Tu vas avoir aussi un intérêt qui va être de dire je vais me défendre moi, mon intégrité physique, ou je vais défendre ma famille. Enfin bref, il y a tout un tas d'éléments que tu mets dans ton équation, tu vas les pondérer à différentes valeurs et tu vas prendre ta décision. Et donc en amont de la morale, tu as ce qu'on appelle la métamorale ou l'éthique antérieure. Et l'éthique antérieure, c'est là pour le coup, c'est la science de l'étude de la finalité des normes et de leur construction.
Alors, c'est peut-être un peu complexe, mais pour moi, c'est très important dans les entreprises parce que très souvent, on présente un certain nombre de règles comme étant des normes morales universelles. Et l'entreprise, par exemple, quand tu dis les droits de l'homme, par exemple, typiquement, la non-discrimination, ça peut être une norme morale, mais pour une entreprise, c'est comment je l'applique. Est-ce que c'est toujours pertinent ? Est-ce que ça peut ne pas être contre-productif à un certain moment ? Et donc, tout le travail que moi j'ai à faire, c'est transformer ces normes morales à très haut niveau d'abstraction en des normes éthiques qui sont des normes extrêmement pratiques. Très clair. Et je pense que oui, ça dépend aussi des pays, ça dépend Ça dépend des pays, ça dépend des cultures, ça dépend des perspectives, ça dépend des circonstances. C'est-à-dire, on peut très bien, toi ou moi, avoir des principes moraux ou des normes morales qui nous animent et à un moment donné être dans des situations où cette norme morale, elle est pas applicable, ou alors peut-être parce que elle repose sur une valeur forte, elle va se heurter à une autre valeur forte. Il va falloir qu'on fasse ce qu'on appelle une délibération éthique et qu'on fasse un choix. Et peut-être qu'on va se comporter d'une manière dont on ne se serait pas attendu à se comporter parce que ça ne correspond pas véritablement à qui on pense être. Typiquement, quand tu fais ce type de choix, il y a une grille d'évaluation. C'est un peu je vois comment je ferais les choses. Comment est-ce que vous arrivez à trancher à ce moment-là ? Ça m'est arrivé par exemple dans des travaux dans le monde médical. T'as deux règles qui se heurtent. Oui, t'as des procédures de délibération éthique. Alors, il en existe plusieurs. Moi, il y en a une que j'utilise, qui est une procédure en 13 points. Et donc, tu passes par l'ensemble de ces différents points. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas hiérarchiser les valeurs pour voir laquelle tu vas mettre en avant et donc comment tu vas pouvoir prendre une décision à partir de cette valeur-là. Quand c'est à titre individuel, on passe pas au travers d'un processus de délibération, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se fait très très rapidement. Je prends très souvent l'exemple du mensonge. On va tous dire qu'on n'aime pas mentir, c'est pas bien de mentir, c'est pas beau, etc. On apprend ça à nos enfants. J'ai essayé d'enseigner ça à mon fils qui aujourd'hui a 24 ans, en sachant très bien que moi le premier, je mens régulièrement, nous mentons tous régulièrement, ça fait partie des relations sociales. Et donc il y a des moments où tu sais que le fait de mentir, le mensonge que tu vas faire, soit que ce soit un mensonge actif ou un mensonge par omission, c'est pas bien, c'est pas éthiquement acceptable, ça correspond pas à ton éthique, mais tu vas le faire quand même. Et donc ça, c'est un choix que tu fais très rapidement. Alors, tu sais, très souvent, on voit dans les dessins animés ces situations où tu as un petit personnage, et puis il a un petit diable, un petit diablotin, et puis un petit ange, un petit diablotin qui dit vas-y, fais, c'est mal, mais vas-y, fonce quand même. Et puis le petit ange lui dit non, quand même, c'est pas très sérieux, ça craint. Et donc ça, c'est globalement ce qui nous arrive très régulièrement dans nos vies. Quand on est en train de raconter quelque chose, qu'on veut paraître un peu plus intelligent ou un peu plus ceci que cela, ou quand on veut pas dire quelque chose pour ne pas blesser. Donc on est sans arrêt en confrontation avec soi-même, en train de faire ses choix éthiques. On passe pas par la structure de délibération, c'est vrai. Il me semble que tu as été au cœur de discussions assez stratégiques. J'aurais bien aimé être une petite souris pour savoir ce qui s'est dit en juin et aussi tout récemment. Est-ce que tu peux nous raconter, à quel type de discussion tu as assisté ? J'ai été invité effectivement à travailler à Oman, donc au Sultanat d'Oman à Mascate, sur la préparation, les travaux préparatoires d'une charte sur l'IA du monde islamique. Voilà. Et alors pourquoi j'en suis très fier ? Parce qu'on n'était que 2 occidentaux et que il y avait les 53 pays qui sont représentés par l'ICESCO, qui est l'équivalent de l'UNESCO pour le monde islamique. Et donc, on n'était que 2 avec Marc-Antoine Dillac, qui est un ami à moi qui travaille à l'Université de Montréal, à venir accompagner un petit peu les réflexions et puis la structuration de cette charte d'éthique. Alors, j'en suis à la fois très fier parce qu'on m'a sollicité, et j'en suis à la fois très heureux parce que ça fait très longtemps que je travaille sur cette question de l'importance de la culture, justement, ce dont tu parlais tout à l'heure, dans la compréhension de ce qu'est l'éthique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éthique, elle est très largement portée par une vision occidentale, donc une vision extrêmement biaisée. Biaisée par l'IACT. Oui, entre autres. Voilà, mais en tout cas biaisée aussi par des a priori, par une culture que nous on a. On pourrait rentrer dans le détail, je trouve ça assez fascinant, en sachant que le monde occidental ne représente que 7 ou 7,5% de la population mondiale et que dans ces 7 ou 7,5%, t'as qu'une poignée d'individus qui travaillent sur les questions d'éthique et donc qui règlent d'une certaine manière, le métronome de ce qui est acceptable et pas acceptable pour les milliards d'individus sur Terre. Voilà. Et donc, d'un point de vue éthique, déjà, à titre personnel, ça questionne. Il faut que ce soit vraiment ancré dans les valeurs de la culture du monde islamique. Et je parle pas du monde musulman, je parle bien du monde islamique. Je t'expliquerai pourquoi après. Mais en même temps que sur quelque chose qui s'articule avec ce qui se fait sur le plan international. Parce que l'ICESCO sont 53 pays qui peuvent pas dire à un moment donné, on a notre
propre perspective et le reste du monde, on s'en fout. Il faut bien à un moment donné faire des compromis et ajuster. Voilà. Donc, c'est ça qui doit être génial, c'est que du coup, tu dois assister à ces types de réunions et tu dois être un peu au milieu, de pouvoir trouver le juste milieu pour, entre guillemets, suivre quand même un peu ce qui a été initié, je dirais, en Europe, tout en l'adaptant aux valeurs du monde islamique. Par quoi vous avez commencé ? L'ICESCO on a déjà présenté la philosophie en plénière, et puis ensuite on a fait des ateliers. Donc il y avait 4 gros ateliers, et j'avais la chance moi de diriger un des ateliers. C'est une anecdote qui est un petit peu bizarre à raconter, mais qui est vraie, c'est qu'il a fallu moi qu'au bout d'une demi-heure, j'arrête tout le monde en disant « Mais attendez, ça fait 30 minutes qu'on discute, à aucun moment je vous ai entendu parler des valeurs du monde islamique. Depuis tout à l'heure, je vous entends répéter des termes que moi je connais, parce que ce sont des termes qui viennent de l'Union européenne sur l'IA de confiance, l'IA responsable, la vie privée, la transparence, l'explicabilité. » Alors qu'ils n'ont parfois pas du tout les mêmes enjeux, ou pas du tout alors, les mêmes... Exactement. Et puis c'est surtout qu'on partait pas du bon bout. C'est-à-dire quand tu veux faire de l'éthique, tu te poses la question de quelles sont mes valeurs. Et à partir de tes valeurs, tu te fixes des principes de vie éthique. Et donc la première des questions, c'est quelles sont les valeurs, parce qu'on parle de l'ICESCO qui veut une charte spécifique, quelles sont les valeurs qui font la spécificité du monde islamique. Et là, alors c'était pour moi assez impressionnant à percevoir que ça leur était pas venu à l'esprit, mais c'est surtout eux qui ont été extrêmement étonnés, que ce soit un occidental religieux de surcroît, qui viennent leur dire, mais attendez, et les macassides, et le Coran, et la charia, et l'ensemble des réglementations, et qui leur disent, mais regardez, enfin tout ça, voilà, d'où ça sort. Et on est arrivé d'ailleurs à quelque chose d'assez rigolo qui a créé quelques débats avec notamment le représentant de la Malaisie, qui a dit, ah oui, mais vous avez complètement raison, il faut qu'on réfléchisse, par exemple, à une IA halal. D'accord. Alors ça, l'IA halal, ça a été le gros sujet parce que moi je m'attendais pas du tout à ça et moi je dis ok, génial, fabuleux. Halal, là pour le coup, on sait qu'on parle du monde islamique et je disais c'est vrai que pour la majorité des gens, le halal c'est surtout relié à la nourriture, alors qu'en fait non, c'est le licite et le haram c'est l'illicite dans la religion. Et donc je dis voilà, ok, partons sur cette idée d'une IA halal. Et donc on est parti, on a eu tout un tas de débats là-dessus. Et donc en plénière, j'ai fait ma présentation. C'est là où c'était très rigolo, c'est que forcément, tu as 53 pays qui sont très très divers. Tu as la Malaisie, tu as l'Indonésie, tu as le Liban, tu as l'Iran, tu as la Jordanie, enfin bref, tout un tas de pays qui parfois d'ailleurs ont des cultures ou des perspectives de l'islam qui sont aux antipodes les unes des autres. Et là, on m'a dit, et on est parti sur un débat phénoménal sur le mot halal. Qu'est-ce que ça veut dire halal ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est connoté religieusement ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui est trop large pour vraiment représenter une valeur, et on est parti, en fait, ça a monopolisé la plénière. Les responsables de l'ICESCO et mon camarade canadien est venu voir en me disant, il me dit, écoute, là tu nous as pourri la vie parce qu'en fait, on va dans des problématiques qui deviennent des problématiques politiques. Qu'est-ce qu'on entend par halal exactement, et donc ça fait partie des choses super intéressantes. Tu fais aussi ton job de repartir des valeurs et tu vois, c'est un peu l'oignon que tu vas enfin les couches d'oignon que tu vas enlever un peu, mais si tu parles pas de ce sujet aussi et que tu définis pas peut-être ce terme et la valeur que ça a pour l'ensemble des interlocuteurs. J'aime bien pratiquer quelque chose qui s'appelle la maïeutique, c'est Socrate qui a inventé cette pratique, c'est donc de la dialectique, une discussion, et en fait l'idée c'est pas d'arriver vers les gens en leur disant ça c'est bien, ça c'est mal, c'est au travers du dialogue, de les amener à découvrir ce qu'ils savent eux-mêmes et finalement à externaliser, à verbaliser ce qu'ils comprennent et ce qu'ils savent, que ce soit sur l'éthique ou un certain nombre de problématiques. Donc des fois, quand tu es dans des discussions qui amènent plus de questions qu'elles n'amènent de réponses, c'est difficile. Et typiquement, tu vois, dans les entreprises, c'est ça qui est intéressant, c'est que les entreprises, elles aiment pas ça du tout. Ouais. Les entreprises, elles disent, Monsieur Goffi, voilà, venez, faites-nous une présentation, PowerPoint, il nous faut 4-5 slides avec 4 bullet points par slide, et vous nous expliquez la vie. Moi, je suis pas super confortable avec ça parce que je leur dis, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Derrière, j'essaie toujours de pousser à la roue pour qu'il y ait quand même de la formation, de l'information, de la sensibilisation pour que les gens comprennent que... Des réflexions internes, ouais. Voilà, exactement. Que derrière, à un moment donné, il faut aussi faire preuve d'esprit critique, il faut être capable de s'autonomiser, il faut être capable... Dans la dernière mission qu'on a menée pour un organisme qui fait du développement immobilier, c'est quelqu'un que je connais très bien qui m'a sollicité, donc quelqu'un qui est un grand fan des questions d'éthique et qui m'a dit non, il m'a dit là, on repart du début. Voilà, from scratch, on attaque, on essaie de réfléchir à partir des valeurs, et donc là, on a pu vraiment faire un travail de construction pas à pas, à partir des valeurs, les principes qui en découlent, les exigences, etc. etc. Et là, c'est fascinant. Mais c'est très, très, très rarement le cas.
Dans une entreprise, toute la partie éthique, comment est-ce qu'on la gère from scratch? L'éthique, c'est tellement large que en fait, je sais même pas par quel bout. Tu vois, tu pourrais le prendre. Ça peut être la cybersécurité, ça peut être les valeurs dont tu parlais tout à l'heure. Une entreprise qui veut faire de l'éthique, typiquement, c'est un peu un mot fourre-tout, encore une fois. Mais c'est très fourre-tout. T'as complètement raison. Très souvent, c'est les départements compliance, donc c'est plutôt la partie légale qui vient de chercher. Et donc, pour la partie légale, l'éthique, c'est une partie qui est liée à ce qu'on appelle la compliance, c'est-à-dire la conformité aux normes, qui elle-même est reliée à la gestion du risque. Toutes les entreprises ont une aversion au risque, donc elles essayent de limiter leur risque, soit le risque réputationnel, le risque financier, le risque technologique, etc., etc. Et donc, ils attaquent l'éthique au travers de cet angle-là. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Et très souvent, ça arrive au moment, en particulier dans l'intelligence artificielle, au moment où l'entreprise, elle commence à intégrer des solutions d'intelligence artificielle ou à développer des solutions d'intelligence artificielle ou à les déployer au sein de l'entreprise. Et là, ils s'aperçoivent qu'il y a un certain nombre de choses. Déjà, d'une part, il faut se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de problématiques. Il y a encore énormément de boulot. Et puis après, il y a tout un tas d'autres problématiques éthiques qu'il faut être capable de gérer. La problématique à laquelle moi je suis confronté très souvent, c'est que les juristes, la perspective de l'éthique d'un juriste, c'est pas la perspective d'un philosophe. C'est-à-dire que l'éthique, encore une fois, une entreprise, elle le prend à partir des risques. Quels sont les risques et comment je contrôle ces risques avec des normes légales et éthiques. Le philosophe, il part pas des risques, il part des valeurs. Alors, quelles sont les valeurs? Quelles sont les 2-3 choses qui vous tiennent suffisamment à cœur pour estimer qu'il faut qu'elles soient promues, qu'elles soient défendues et qu'elles soient au cœur de votre identité? Ce que tu dis, c'est plus, il y a une thématique court terme et une thématique long terme, tu vois. Je dirais la thématique long terme, ça va peut-être être se recentrer autour des valeurs pour avoir une stratégie qui est en phase avec l'entreprise. Et la stratégie court terme, la partie pas régulation, mot qu'il faut surtout pas utiliser, la partie norme ou la partie juridique à proprement parler, quoi. Il y a cette dimension court-termiste et long-termiste. Il y a aussi une dimension très pragmatique qu'il faut comprendre dans une entreprise. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement de valeur à porter là-dessus. Une entreprise, elle doit être efficace. Elle n'a pas le temps, si tu veux, de discuter philosophie pendant des heures et des heures. C'est des workshops, ça veut dire mobiliser du personnel, c'est mobiliser du temps. Pour une entreprise, tout ça, ça a un coût. Est-ce que ça vaut le coup? Si je te pose cette question, c'est parce que je pense que la partie la plus centrale, c'est la partie business. On va pas se mentir. Donc, tu vois, c'est un peu le conflit entre la partie business et la partie éthique ou régulation. Je suis convaincu de la réponse, mais est-ce que, à ton avis, ça vaut le coup? Parce que d'une part, tu te différencies de tes concurrents, d'autre part, tu gagnes en interne, en cohésion, les collaborateurs vont adhérer, d'accord? Tu vas créer un écosystème autour de toi qui va être un écosystème vertueux. Très rapidement, tu vas t'apercevoir que les collaborateurs vont adhérer par eux-mêmes, donc tu fais moins de contrôle sur les collaborateurs. Tu vas t'apercevoir que les gens qui travaillent avec toi sont des gens qui sont plus ou moins sur la même logique, et donc c'est aussi plus facile de créer des écosystèmes de confiance, etc. Si tu es juste là pour faire de la com, pour montrer que tu as faire ce que moi j'appelle de la cosmétique, c'est-à-dire du maquillage, à ce moment-là, la rentabilité, elle va être très 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 limitée, parce que ce qui se passe très souvent, c'est qu'au final, tu as un produit qui ressemble vaguement à celui du voisin. Et donc, tu te différencies pas. Et surtout, la manière dont c'est fait dans ces entreprises, c'est que c'est fait très top-down, c'est-à-dire que c'est d'une certaine manière, on va dire, la direction ou le sponsor qui va imposer à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise des normes auxquelles les collaborateurs vont pas forcément adhérer, parce qu'ils vont peut-être pas se retrouver dans ces normes, tu vois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, d'une part, à l'intérieur de ton entreprise, tu as des gens qui vont essayer de louvoyer pour éviter la norme. Et il va falloir faire un gros travail de contrôle pour que chacun suive la norme, la connaisse, etc. Donc ça va être très coûteux, ça va être très long, ça va prendre beaucoup de temps. Donc tu vas t'y retrouver dans le sens où tu vas communiquer dans le sens du marché. Ouais. Et donc, oui, tu peux gagner quelque part de marché. Tu as flippé en disant marché marketing. Je suis assez d'accord. Moi, je suis assez frappé par le nombre de boîtes qui, après, pas de jugement, mais par le nombre de boîtes qui affichent, tu vois, 1001 actions RSE, alors que dalle, quoi. C'est de l'affichage, on est dans de la communication, on est vraiment dans du marketing pur là pour le coup. Les employés en soi, ils viennent aussi dans les entreprises pour les valeurs. J'ai une copine par exemple qui m'a dit qu'elle avait rejoint une société spécifiquement pour son engagement et ses valeurs, etc. Mais en fait, quand elle est arrivée, elle s'est rendue compte que pas du tout, c'était du full marketing. Donc tu vois, je repense un peu au premier cas que tu m'as présenté tout à l'heure, où là, on prend les bases, on fait vraiment les choses de manière sérieuse et du coup, on implique entre guillemets toute l'entreprise. Et du coup, peut-être que ça a un impact plus important. Typiquement, c'était une entreprise avec des valeurs fortes, vraiment ancrées.
il est clair que là, tu vas t'ouvrir un pool de possibilités en termes de recrutement qui sera bien plus large qu'une entreprise qui est très faible, par exemple, en termes d'affirmation de valeur ou qui n'a pas d'affirmation de valeur. Sur 200 entreprises, tu n'en as que 67 qui ont des chartes d'éthique. Donc, tu as des entreprises qui n'ont même pas d'engagement en termes de valeur. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un point très, très important. Ensuite, sur la question de l'adhésion aux valeurs, Emmanuel Kant nous dit une chose qui, à mon sens, est très, très importante. C'est que la valeur morale d'un acte, elle repose sur l'adhésion à ce qu'on est en train de faire. Et donc, en fait, il y a deux manières d'agir par rapport à la morale. Il y a une manière qui s'appelle l'agir par conformité au devoir. C'est typiquement ce qu'on appelle la compliance. Et ensuite, il y a l'agir par devoir. L'agir par devoir, c'est quand j'agis parce que je sais que ce que je fais est important. Quand j'agis par conformité au devoir, j'agis parce qu'on me l'a dit, parce que j'y ai un intérêt. Typiquement, c'est le cas du radar sur la route. Si tu mets un radar, les gens vont ralentir parce que c'est dans leur intérêt de ne pas se prendre une amende et de ne pas se faire supprimer des points. Mais dès que tu retires le radar, les gens vont rerouler comme des fous. D'accord ? Donc, tu es obligé de faire du contrôle en continu. Par contre, si les gens internalisent le fait que sur cette voie, sur ce tronçon de route, il faut rouler à la vitesse qui est recommandée, qui est préconisée, à ce moment-là, tu n'as plus besoin de contrôler. Et donc, les gens vont le faire naturellement. Et dans une entreprise, c'est très important que les gens internalisent l'importance des règles d'éthique pour qu'au quotidien, ils disent « Ah, non, là, je suis en train de faire un truc, c'est pas génial. » Effectivement, une fois qu'on a parlé des valeurs, comment est-ce que tu peux mettre en place, quel est le process pour mettre en place une IA éthique ? Ça va dépendre, IA éthique va pas être la même chose comme on a dit, dans différents pays, dans différentes cultures. Mais comment tu ferais, toi ? Une IA éthique, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'IA éthique. Okay, il y a des gens qui sont éthiques, donc, qui ont un comportement éthique, qui ont des actes qui sont éthiques. Une IA, elle est pas éthique parce que déjà, elle est pas à l'heure actuelle, peut-être que dans 10, 15, 20, 100 ans, ce sera le cas, elle n'est pas autonome, elle n'est pas capable d'intention, elle n'a pas l'autonomie d'un être humain. Donc elle ne peut pas être éthique par nature. Un individu peut avoir un comportement éthique. Donc l'IA éthique, ça n'existe pas. Par contre, sur le process, effectivement, on a parlé des valeurs. Donc ce qu'on fait quand on arrive dans une entreprise, la première des phases, c'est déjà pour nous, ou en tout cas pour moi, de rentrer dans l'entreprise, d'essayer de comprendre le fonctionnement de l'entreprise et au travers d'entretiens en one-to-one avec différentes personnes ou de workshops, de comprendre et de définir quelles sont les valeurs. Parce que des fois, c'est pas si simple que ça. Des fois, tu vas avoir par exemple une charte d'éthique de l'entreprise avec 3-4 valeurs, puis tu discutes avec les différents métiers, puis chacun a ses propres valeurs, puis tu t'aperçois qu'il y a différents textes avec différentes valeurs, différentes notions, et tu t'y perds. Voilà. Une fois qu'on a ces valeurs, généralement on essaie d'en retenir 2-3 parce qu'au-delà c'est problématique, on les transpose en principes. D'accord ? Donc les principes sont l'ensemble des règles que tu vas mettre en place pour faire en sorte que ces valeurs soient respectées. Et à partir de là, on va développer ce qu'on appelle des exigences, c'est-à-dire comment d'un point de vue pratique, pour le programmeur, le gars des IT, tu vas mettre ça en place. Et à partir de cette phase-là, on va se poser une question fondamentale dans l'entreprise, c'est quels sont vos use cases, quels sont vos cas d'usage ? Quels sont les outils d'intelligence artificielle que vous utilisez réellement ? Parce que c'est pas la peine de partir sur des principes délirants de transparence, d'explicabilité, de vie privée, si vous avez des outils d'IA basiques pour lesquels ces questions ne se posent pas. Une fois qu'on a l'ensemble de ces éléments, on est capable de faire une évaluation des risques positifs et négatifs. D'accord. Alors, les risques négatifs, c'est très important parce que nous, après, on donne des clés. Ça, c'est la 4e phase généralement aux entreprises en leur disant très bien, pour éviter ou pour limiter ce risque, voilà ce qu'on vous recommande de faire. Quelque chose d'assez classique d'ailleurs dans les entreprises, en particulier européennes, c'est tout ce qui concerne les billets. Voilà, donc voilà. J'aurais dit confidentialité. Il peut y avoir des questionnements éthiques, mais les entreprises l'attaquent pas véritablement sous l'angle éthique. Voilà. Donc ils pensent que le RGPD gère ça. Typiquement, est-ce que vous avez un algorithme qui recrute des gens en prenant parmi les critères le sexe ou le genre des personnes qui sont candidates. Et à partir de là, on va voir quels sont les impacts positifs, négatifs, et on va donner des clés d'explication. Et avec eux, pas tout seul, on travaille sur des solutions. Comment est-ce qu'on peut gérer cette problématique en fonction de vos besoins et en fonction de vos intérêts. D'où l'importance de faire ce travail en amont, de créer la solution, parce que après c'est toujours plus compliqué. Bon, et après une solution sans biais, c'est peut-être ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ouais. Non. Après, bon, tu peux toujours, je dirais, rajouter de la donnée pour contrebalancer ou. Oui, mais c'est un biais aussi. Ouais, voilà, c'est un biais aussi. De faire tout ce travail éthique avant de construire une solution IA, de pouvoir poser les bases. Il y a un concept qui s'appelle ethic by design, donc qui est normalement utilisé par les entreprises, c'est-à-dire au moment de l'idéation de ton produit d'intelligence artificielle ou même de ton projet d'intégration d'une solution d'intelligence artificielle dans ton entreprise, tu es supposé faire de ethic by design, c'est-à-dire vraiment tu penses à ton produit, tu te dis ok,
quelles vont être les différentes étapes, quels vont être les différents risques potentiels, qu'est-ce que je peux envisager, pas envisager, et tu fais une évaluation, tu fais du monitoring continu tout au long de la création de ton produit, parce que évidemment il y a des choses que tu peux pas anticiper, qui vont apparaître au fur et à mesure, bref, mais tu es supposé faire de l'éthique by design, c'est de plus en plus demandé par l'Union européenne. Moi je fais par exemple partie de comités d'évaluation de ce qu'on appelle les projets H2020, où tu as des startups qui viennent chercher du financement, et en règle générale, on a 20-25 startups qui se présentent, et dès le premier round d'évaluation éthique, on en a au moins 10 qui dégagent. Okay, parce qu'ils ont pas du tout réfléchi à ça. Et donc, ils n'ont pas du tout été capables d'anticiper ou d'envisager. C'est-à-dire que là, typiquement, si tu l'as pas fait, t'as quasiment 50% de la cohorte de startups qui se présentent à qui on dit, non, vous ne serez pas financé parce que vous avez toute une partie éthique qui est complètement absente. Donc, ça pose problème. Après, par exemple, les intégrateurs de solutions, une entreprise qui va acheter une solution pour l'utiliser, la déployer dans son entreprise, elle peut pas vraiment faire de l'éthique by design. Elle est obligée de se reposer sur le fait que l'entreprise qui lui vend le produit a fait de l'éthique by design. Donc là, tu as des clauses contractuelles qui sont signées par les différentes parties, dans lesquelles, par exemple, le fournisseur de solutions va s'engager en disant « oui, j'ai fait », mais c'est très souvent déclaratoire. L'entreprise qui achète un produit, elle va pas pouvoir vérifier que ça a été fait pour de vrai. En contrepartie, en termes juridiques, après, s'il y a un problème, elle peut se retourner vers le fournisseur. Quand on discute avec les entreprises, les premiers débats qu'on a sur l'éthique sont des débats qui sont un peu, comme disent les Anglais, un peu bullshit. C'est-à-dire, en fait, les gars, ils viennent et puis ils te vendent ce qu'ils supposent que tu as envie d'entendre. Alors, t'as vraiment tout le narratif sur l'éthique de l'intelligence artificielle. On est transparent, on respecte la vie privée, puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, là, on dit, ok, très bien, maintenant c'est bon. On a fait le bullshit traditionnel, maintenant on rentre dans le sérieux. C'est quoi votre horizon? Moi, je travaille avec une entreprise de défense qui nous a dit au départ, alors après encore une fois, le traditionnel histoire, je dis, bon, ok, très bien, super sympa, mais enfin, n'oublions pas que vous fabriquez des armes qui tuent des gens. Ah oui, il faut partir de là. Qu'on n'apprécie pas, c'est autre chose. Mais il faut bien partir du fait que vous fabriquez des armes et que les armes, ça tue des gens. On est quand même dans un gros débat où, moi, je le sens bien entre la partie régulation et la partie innovation, si je puis dire. Quel est un peu ton avis sur ça? Il faut les deux. De toute manière, on n'a pas le choix. N'importe quelle entreprise est là pour innover. Il y a une question de compétitivité internationale, de compétitivité même nationale au sein des différents secteurs d'activité. Donc l'innovation, elle est inévitable. La régulation, elle est aussi nécessaire parce qu'on ne peut pas non plus laisser un monde anarchique où tout part dans tous les sens. Mais les grandes régulations type OCDE, type Conseil de l'Europe, ou même type la recommandation de l'UNESCO, pour moi, ça c'est quelque chose qui ne sert strictement à rien, parce qu'en fait, c'est tellement général, tellement large et tellement biaisé, qu'une fois que tu veux le transposer dans le monde pratique des entreprises ou des organisations publiques, ça fonctionne pas. Puis tu as une approche qui est par exemple l'approche britannique, qui est une approche très verticale, qui est de dire, non, il faut que les normes soient définies par secteur d'activité. Étant entendu, par exemple, que dans le domaine de la défense, les risques, les implications, l'utilisation de l'intelligence artificielle et les considérations éthiques, ou même légales d'ailleurs, ne sont pas les mêmes que ce que tu peux avoir dans l'éducation. Donc ça fait plus de sens pour moi. Et en plus, ça, il faut aussi le ramener à ce dont on parlait au tout début, à des dimensions qui sont vraiment culturelles, d'aires géographiques, où les intérêts, les compréhensions du monde, ce qu'on appelle les cosmogonies, les compréhensions de la philosophie, peuvent être très 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 différentes. Chacun y va de sa petite réglementation, de ses petites règles, de ses petites recommandations. Donc on est perdu dans une multitude de réglementations qui fait que les entreprises ne savent plus à part quel bout prendre exactement. Et puis surtout, et ça c'est quelque chose que moi j'ai vu en participant beaucoup à des colloques sur la compliance ou sur le droit, c'est que les entreprises recrutent beaucoup de juristes pour comprendre la norme, mais recrutent aussi beaucoup de juristes pour comprendre comment contourner la norme. C'est-à-dire, dans l'ensemble de ces normes, tu as énormément de zones grises. Et une entreprise qui veut innover, elle a une de ses options, en tout cas, c'est de dire, OK, je vais essayer de voir quelle est la faille. Et je vais rentrer dans la faille pour justement permettre d'innover. Donc, il faut trouver une bonne articulation entre l'innovation et la réglementation. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire quand on travaille sur les questions éthiques avec les entreprises, c'est de ne pas surréguler. Et c'est pour ça que pour nous, c'est très important de travailler sur les use cases, de travailler avec les IT. On ne travaille pas qu'avec la compliance, on ne travaille pas qu'avec les CEO, on travaille aussi avec les gens qui ont les mains dans le cambouis, qui vont être capables de nous dire, OK, vous êtes bien gentil, mais par exemple, quand on parle de transparence ou d'explicabilité d'un algorithme, pour éviter ce qu'on appelle l'effet boîte noire, la plupart des ingénieurs te disent, mais c'est pas possible, donc arrêtez de nous saouler ou de nous bassiner avec ça. Dans d'autres pays où vraiment c'est pas forcément de régulation, où je me dis, j'ai peur que justement tous ces projets-là, qui sont des cerveaux français, qui sont des cerveaux européens,
justement et un peu contourner ça, mais justement en exportant leurs projets entre guillemets à l'étranger. Je pense à l'Argentine par exemple, tu vois, qui est feel free. Bien évidemment, il y a des gens qui vont délocaliser leurs activités dans des pays où la réglementation est un petit peu moins importante. Par contre, ça va être des gens qui vont avoir des problématiques quand ils vont vouloir pénétrer le marché européen. Parce que malgré tout, tu dois être en conformité avec les règles européennes. Tu as aussi ce qu'on appelle les standards, c'est-à-dire en plus, tu as différents degrés de normativité qui parfois d'ailleurs vont pas toutes dans le même sens. Et typiquement, moi, c'est ce que j'ai vu quand je travaillais pour Huawei, dans une compagnie chinoise, qui travaille beaucoup sur les standards. En fait, ils noyautent les organismes de standardisation du type ISO ou Sensenelec, et en fait, ils font un travail de sape au niveau des standards pour imposer leurs perspectives. Chacun essaye de jouer sa propre partition. Et la difficulté qu'on a, c'est que quand on parle des systèmes d'intelligence artificielle, c'est pas un objet homogène. Il y en a des milliers d'applications, il y a des milliers d'outils, il y a des milliers d'utilisations, il y a des milliers d'acteurs. Et donc tu peux pas tous les contrôler. Donc tu peux mettre toutes les normes que tu veux. Si t'as pas un gendarme derrière chaque personne, tu auras toujours moyen à un moment donné. Un des grands défauts de l'Union européenne, c'est cette surnormalisation. On fait ça parce que c'est culturellement ancré dans la culture européenne que de mettre en place des normes, ça c'est certain. On le fait aussi parce que c'est un moyen de rentrer dans la compétition contre la Chine et les États-Unis. Ça, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes outils, donc il n'y a que la norme qui nous permet, d'une certaine manière, de contrôler un petit peu cet environnement et de nous y faire une place. Le problème des normes, c'est que à chaque fois que tu crées une norme, ça veut dire que derrière il y a des sanctions, parce qu'une norme sans sanction, c'est une norme qui va être efficace, et à chaque fois que tu as une sanction, il faut qu'il y ait quelqu'un qui contrôle, il faut du monitoring. Et on sait très bien qu'on n'a pas les ressources financières, qu'on n'a pas les ressources humaines, qu'on n'a pas les ressources techniques, qu'on n'a pas les capacités pour vérifier que l'ensemble des normes qui sont établies sont suivies correctement. On va avoir le même problème avec les AI Act, en plus dans un domaine, les technologies d'intelligence artificielle, qui sont des technologies qui évoluent extrêmement vite, et donc pour lesquelles les normes qui sont établies deviennent très rapidement obsolètes. Et donc c'est là où, encore une fois, tu te retrouves avec des zones grises. Et on sait que l'AI Act, il va être évolutif. Le RGPD ne l'est pas, mais l'AI Act est supposé être évolutif. On a très rapidement vu, là, quand il y a 2 ans, l'IA générative est apparue, l'AI Act, tout le monde a paniqué en disant, bon sang, on n'avait pas anticipé. Il a fallu un round de travail supplémentaire pour adapter. Mais ça reste quand même quelque chose de très faible. L'AI Act, il y a tout un tas de zones d'ombre. Et les futures technologies auxquelles on ne pense pas, nous on connaît peut-être pas, mais peut-être que certaines entreprises travaillent déjà dessus, forcément elles rentreront pas dans ce cadre de l'AI Act. Et comment s'assurer que c'est uniforme dans ce cas où en fait dans ce cas je me dis à quoi ressemble le monde de demain? Est-ce que tout le monde part avec ses solutions, avec sa manière de faire, et après avec le retour d'expérience, on se dit 20 ans plus tard, c'était pas... Je pense qu'il y a régulation, c'est important, tu vois, vraiment, d'autant plus, et surtout de mettre différentes parties prenantes autour de la table, pas forcément que les régulés qui font la régulation, entre guillemets. Nous, ce qu'on veut en tant qu'Occidentaux, en tant qu'Européens en particulier, on veut de l'uniformité parce que ça nous permet de contrôler le marché. Donc ça nous permet de rentrer, encore une fois, dans cette course à l'intelligence artificielle sans être complètement distancé par les États-Unis, par la Chine, par Singapour, par l'Arabie Saoudite qui investit des milliards et tout un tas d'autres pays. Et la question, c'est quelle est la légitimité et qui détient une légitimité à dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et c'est là où on rentre dans une autre problématique sur laquelle moi j'ai beaucoup travaillé aussi, c'est la question de la tyrannie culturelle occidentale, qui est de dire par exemple sur la discrimination, il ne faut pas discriminer par exemple typiquement entre les hommes et les femmes. Alors on peut nous être d'accord et promouvoir cette valeur, c'est pas un problème. Ça va pas du être le cas, mais tu vas en Chine, tu vas en Arabie Saoudite, tu vas dans un certain nombre de pays à travers le monde. La discrimination, non seulement la non-discrimination n'a aucun sens, mais en plus la discrimination elle est consubstantielle de l'identité et de la culture de ces pays-là. On peut ne pas être d'accord, ça c'est une autre question, mais on ne peut pas nier le fait qu'il y a des pays pour lesquels la discrimination entre les genres, entre les sexes, est consubstantielle de leur culture. Écoute Emmanuel, figure-toi que tu m'as fait un peu évoluer ma vision déjà tu m'as rassuré sur le fait que effectivement l'éthique c'est un peu le mot fourre-tout, mais chacun y voit ses valeurs entre guillemets associées à ce nom. Merci de nous avoir partagé toutes ces informations. Moi je sais que tu publies aussi régulièrement de l'actualité, du contenu. Comment est-ce qu'on peut te retrouver? Le plus simple c'est LinkedIn, c'est là où je suis le plus visible, le plus actif. Le petit mot de la fin? Je dirais aux gens, s'il vous plaît, prenez du recul, n'achetez pas ce qu'on vous vend tel quel, réfléchissez par vous-même, faites-vous votre propre opinion. J'aime bien défendre l'esprit critique au sens strict du terme, je sais que c'est un
mot qui est aussi un peu fourre-tout, qui est très compliqué à mettre en place, mais l'esprit critique, et puis voilà, pour s'extraire un petit peu du narratif, de tout le discours. C'est vrai pour l'éthique de l'IA, c'est vrai pour tout un tas de domaines en ce moment, dans des considérations politiques. Je pense que c'est très important pour que les gens, à un moment donné, creusent et ne prennent... Plus à l'ère de l'IA. Voilà. Ouais, d'autant plus à l'ère de l'IA, voilà, qu'on comprenne pas tout, exactement, qu'on n'achète pas tout ce qu'on nous vend sur les médias. Pour acquis. Voilà, exactement. D'autant plus avec toutes les hallucinations que peut nous fournir ChatGPT. Exactement. Voilà, ok, merci beaucoup. En tout cas, merci à toi. Merci. Avec plaisir.